Le bouffon des temps médiévaux. Un homme vêtu d'une tenue criardement incohérente, un chapeau aux bavettes sonnantes, exécutant des sauts et des tours pour divertir un auditoire d'aristocrates. Il incarne le complice dénué de sens, la cible de moqueries, chargé uniquement d'engendrer de la joie vulgaire pour son maître puissant. Le réduire à un simple farceur ignore la dimension la plus complexe et risquée de son poste. Cette image courante d'un bouffon stupide et incompétent traduit une mal-compréhension d'une des fonctions les plus trompeuses et prestigieuses de la cour royale. Le bouffon incarnait une exception. Il possédait souvent l'esprit le plus aiguisé. Dans un système marqué par un pouvoir absolu, des usages oppressants et des manœuvres politiques mortelles, le farceur conservait une position particulière et quasi sacrée. Il incarnait l'unique exception, bien que quelquefois des femmes, qui obtenait le droit de contester les autorités en face. Dans une salle gouvernée par des flatteurs faux, qui répétaient les aspirations du souverain, le bouffon agissait comme le porteur de vérités officialisées. Ses exploits dépassaient l'insignifiance du divertissement futile. Ils étaient des outils précis pour une critique politique cinglante, une satire sociale percutante et une réprimande personnelle directe envers le seigneur. Il agissait comme une soupape de sécurité pour la cour, un miroir du visage du pouvoir, et la seule personne pouvant exprimer des vérités dures déguisées en blagues. La réussite en tant que bouffon dépendait moins de l'ignorance que de l'érudition, un esprit aiguisé, une profonde empathie et un courage de lion. Le titre de bouffon de cour ne correspondait pas à une étiquette générique. En réalité, il regroupait deux individus opposés, dont les fonctions et statuts à la cour étaient radicalement distinctes. Pour comprendre le rôle du bouffon, il est crucial de distinguer le fou par nature de celui par vocation. Un groupe incluait des personnes naturellement dépourvues de raison. Ces individus naissaient avec des caractéristiques reconnues aujourd'hui comme des troubles cognitifs, des anomalies neurologiques ou des défauts physiques visibles. À une époque marquée par une dévotion religieuse et des croyances superstitieuses, ils étaient dits considérés comme des enfants de Dieu. Leurs déclarations, semblant insignifiantes ou absurdes, étaient là parfois perçues comme des révélations sincères et non altérées. Leur existence incarnait une contradiction troublante et brutale. Ils étaient à la fois aimés comme partenaires ou figures et exposés à des moqueries brutales en raison de leurs altérations. Leur importance était évaluée par leur qualité naturelle et non par leurs compétences pratiques. À l'autre extrémité de l'échelle résidait le farceur conçu ou accrédité. Cette personne n'était pas héritée par descendance, mais une figure expérimentée qui adoptait ce rôle comme profession. Cela symbolisait l'artisan royal authentique des contes. Il était un comédien vif d'esprit, un acrobate habile, un musicien talentueux et un maître des jeux de mots, énigmes et provocations rimées. Sa bêtise constituait un masque minutieusement conçu, un personnage qu'il adoptait pour divertir et, essentiellement, pour analyser. Il n'était nullement un imbécile. Il était un artiste et un réfléchi, dont le métier exigeait des compétences exceptionnelles et une intuition émotionnelle. En substance, le bouffon authentique était vénéré pour son être, un récipient symbolisant une vérité non modifiée. Le fou construit, en revanche, était célébré pour ses compétences, convertir cette vérité en un spectacle enflammé et vif. Cette deuxième catégorie, le jongleur de cour, vivait un équilibre constant et périlleux. Dans un palais royal étouffé par l'adoration et protégé par la peur, la vérité était le bien le plus rare et le plus dangereux. Les conseillers chuchotaient ce qu'ils supposaient que le souverain souhaitait, tandis que les aristocrates louaient ses qualités pour gagner sa faveur. Dans cet environnement étouffant, le farceur représentait la seule issue contre l'engourdissement. Son rôle véritable, dissimulé sous des tours et des blagues, consistait à agir comme le guide moral du palais et l'analyse sans détour. C'était un spectacle à risque élevé sans espace pour les erreurs. Sa protection résidait dans son statut officiel de bouffon, un bouclier fragile qui permettait des critiques audacieuses. Dire explicitement que la guerre était stupide aurait entraîné des conséquences immédiates. Au lieu de cela, il attaquait le chat de la cuisine, racontant une bataille avec une cuillère et un couvercle, révélant l'absurdité de la guerre réelle. Il savait contourner les vérités délicates par l'ironie, évitant les punitions graves par des métaphores subtiles. Un nouvel impôt rendait la vie pénible aux habitants. Le comique réfrénait ses plaintes ouvertement.
Il évoquerait par une mélodie mélancolique la perte grave de ses revenus. Le duc étranger était-il réputé pour son arrogance ? Le comédien adoptait soudainement une démarche exagérément pompeuse, provoquant un rire inquiet de tous ceux qui perçurent à la critique implicite. Il incarnait l'équivalent médiéval d'un satiriste politique moderne, utilisant le rire comme son passeport et sa cuirasse. Chaque plaisanterie portait un risque prémédité, marchant sur le fil entre esprit et colère. Connaître l'âme humaine était vital, mesurant constamment l'humeur de son maître, ses vulnérabilités et ses désirs. La frontière entre une répartie cinglante et une offensive mortelle était ténue et variable quotidiennement. Une repartie qui lui rapportait une bourse d'or une nuit pouvait entraîner un châtiment corporel au lever du soleil. Sa vie était un jeu continuel, pariant sur sa survie en confrontant sa vivacité à la rage de son seigneur. Le jour de travail d'un bouffon ne commençait pas avec le service du vin lors du festin du soir. Ça commençait dès qu'il ouvrait les yeux. Pour un bouffon expérimenté, la vie à la cour exigeait une prestation ininterrompue, jour et nuit, où l'élément vital de son métier se déroulait bien avant qu'il n'ait émis une plaisanterie. Cet élément essentiel consistait à écouter activement. Son temps était consacré à l'espionnage plutôt qu'à la répétition. Il bénéficiait d'une mobilité inégalée dans les déplacements. Débarrassé des normes sociales strictes, il se déplaçait indétectablement dans le château. Il pouvait stationner dans les couloirs de la cuisine, saisir des ragots. Il s'attardait près des écuries, écoutant les conversations des chevaliers. Il pouvait se tenir caché dans un recoin de la grande salle, surveillant les échanges furtifs et les échanges discrets entre les courtisans. Il fonctionnait comme un coffre-fort inépuisable de secrets, rumeurs et conflits refoulés au palais. Il devait garder le compte de qui était soutenu par le roi et qui avait perdu sa position. Il devait maintenir une vigilance constante sur les dettes de jeu d'un seigneur, les relations secrètes d'une dame et les rancœurs latentes sous les apparences sociales. Ce n'était pas une curiosité futile, c'était son avantage tactique. Une blague n'était drôle que si elle était pertinente, et sécurisée seulement s'il comprenait les vulnérabilités les plus intimes de son public. D'une manière concrète, il détenait les connaissances les plus approfondies dans tout le château. La cérémonie principale, bien sûr, se tenait lors du dîner dans la grande salle. Lorsque le seigneur et ses invités dînaient, le fou prenait le devant de la scène. Cet instant marquait son éclat. Il présentait une vaste collection de compétences, des acrobaties, des tours de jonglerie, des illusions et des exécutions sur des instruments comme la vielle ou les cornemuses. Son rôle principal consistait à animer les soirées en tant qu'animateur. Il engageait des dialogues percutants avec les nobles, présentait des énigmes, récitait des poèmes comiques et donnait ses parodies rigoureusement élaborées. Le spectacle était interactif. Il taquinait un seigneur pour avoir renversé du vin sur sa tunique ou rédigeait un couplet improvisé et flatteur pour la dame du château. Il dictait l'ambiance, utilisant son esprit pour détendre les tensions ou illuminer une soirée fastidieuse. Tout en surveillant, il évaluait les réactions à ses plaisanteries, notant le rire bruyant du seigneur ou le léger froncement de sourcils de la reine pour une utilisation ultérieure. Son emploi du temps comprenait une série d'informations recueillies alternées avec des spectacles parfois dangereux, se renouvelant quotidiennement. L'ensemble du joueur n'était pas uniquement un amas désordonné de tissus colorés. C'était un signe distinctif et imposant, un système visuel soulignant son statut privilégié et garantissant sa sécurité. Chaque détail de sa tenue étrange, des cloches sur son couvre-chef au visage du clown sur son bâton, had a designated role, le différencier visuellement du reste de la cour et le placer hors des normes sociales. L'élément le plus marquant était le vêtement à motifs divers. Cela désignait l'habillement aux teintes variées, souvent divisé verticalement en nuances opposées comme le cramoisi et l'or ou l'émeraude et l'azur. Ce motif éclatant et désordonné constituait l'opposé visuel des tenues solennelles et unicolores des nobles. Il le désignait aussitôt comme un étranger, une figure rejetée par l'ordre social rigide. C'était une blague visuelle en soi, une parodie ambulante de la mode de la cour. Il portait le chapeau de clown emblématique, conçu pour ressembler aux oreilles molles d'un âne, le symbole classique de l'imbécilité. Pourvu de cloches sonnantes, l'accessoire rendait ses déplacements incontestables. Son entrée était annoncée par un bruit joyeux, un signal continu et sonore de sa présence,
et de ses intentions provocatrices. Les sonnailles fonctionnaient comme un signal sonore pour la cour. Le farceur approche. L'ordre va changer. D'une main, il tenait son bâton, un signe absurde de sa domination supposée. C'était la marotte, une petite canne équipée d'une tête sculptée, souvent une miniature grotesque de son propre visage, munie d'un chapeau de fou miniature. C'était son double, un accessoire qu'il pouvait solliciter pour des conseils chargés d'une blague audacieuse ou utilisé pour frapper légèrement les aristocrates arrogants. C'était une imitation du sceptre royal du souverain, un signe constant que si le roi régnait sur le royaume, le fou maîtrisait les absurdes rivalités de la cour. Cette tenue complète fonctionnait comme son bouclier. Cela lui offrait un droit d'intervention. S'habillant en véritable étranger, il était paradoxalement admis dans les cercles les plus fermés de pouvoir, sa tenue excentrique lui offrant une liberté de parole et d'action inédite pour quiconque. Le costume aux motifs variés du bouffon et son droit de railler lui offraient une protection magique, quoiqu'un pouvoir instable et éphémère. Sous les rires et les avantages, sa vie était une série d'incertitudes perpétuelles et anxiogènes. Son statut dépendait uniquement des humeurs d'une seule personne, son souverain. Au sens le plus rigoureux, une seule blague mal placée signifierait son perte. La frontière entre une plaisanterie intelligente et une offense pouvant détruire une carrière était extrêmement fine, changeant selon l'humeur du seigneur, sa consommation de vin ou les pressions politiques du jour. Une remarque qui avait fait rire la semaine précédente pouvait, sans explication apparente, susciter un silence tendu et furieux après. Ce silence recelait la peur la plus intense du farceur. Les répercussions pourraient être rapides et sévères. La sanction la plus fréquente était une correction corporelle. Le même seigneur qui avait récemment ri de son esprit pouvait ordonner son éloignement vers la cour et des coups de fouet jusqu'à saigner, un rappel douloureux et humiliant de l'autorité réelle. Son vêtement rayé ne constituait aucune barrière face au fouet. L'exil était plus cruel que la souffrance corporelle. Un joueur de cour était une charge décorative, sans garantie de préservation de sa position. Si ses blagues devenaient plates, ou s'il offensait réellement son maître, ou, encore plus dangereusement sa maîtresse, il pourrait être privé de son costume et chassé du château. Pour un individu dont la vie et les revenus reposaient sur la vie de cour, cela signifiait une catastrophe professionnelle. Il deviendrait alors un artiste anonyme, errant dans les rues sans reconnaissance ni sécurité. Dans les cas les plus graves, une plaisanterie maladroite pouvait entraîner une exécution. Bien que les archives soient rares, les récits historiques évoquent des bouffons qui ont dépassé leurs limites. Un bouffon au courant de trop de secrets d'État ou qui se moquait d'un souverain particulièrement inquiet et tyran pourrait voir sa carrière et sa vie brutalement interrompues. Il était l'heureux élu de la cour, mais aussi son serviteur le plus facilement remplaçable. Cette menace constante et latente était un partenaire invisible dans chaque plaisanterie, la pression persistante qui transformait ses performances en audacieuses provocations. Le personnage du bouffon de cour pourrait sembler une relique étrange et lointaine, un éclat de couleurs chaotique dans l'ensemble sombre de l'Europe médiévale. Mais le négliger comme simple curiosité historique serait ignorer son profond et durable héritage. Le bouffon du palais jouait un rôle au-delà de l'amusement. Il offrait une méthode pour que la société affronte un pouvoir indépassable. À son époque, il était un élément incontournable, bien que paradoxal, au sein du dispositif fonctionnel de la cour royale. Il agissait comme un miroir osant révéler les faiblesses du souverain. Il agissait comme un déversoir, atténuant les conflits croissants des manigances de la cour et des colères refoulées avant qu'ils ne deviennent explosifs. Dans un univers valorisant la gravité et l'obéissance, ces provocations étaient un acte de résistance, un rappel nécessaire que les leaders les plus puissants étaient, en fin de compte, imparfaits et souvent absurdes. Bien que les habits variés et les sonnettes aient disparu, l'esprit du foussage persiste de manière intense. Elle subsiste chez les illustrateurs politiques dont les caricatures acérées définissent le destin d'un dirigeant. Elle prospère chez les artistes de la nuit et les animateurs qui dévoilent les faux semblants des autorités
avec une seule réplique percutante. Elle stimule le comédien seul qui affronte les interdits sociaux et partage des critiques dissimulées sur scène. Ces farceurs modernes ont échangé les cérémonies royales contre des écrans numériques et le risque d'humiliation en personne contre une riposte en ligne. Ils utilisent l'humour comme un outil d'analyse, de remise en question et de révéler les incohérences de notre époque. Le sot éclairé, dans toute sa puissance, n'a jamais vraiment disparu. Il a simplement remplacé son bâton par un haut-parleur et son ombre danse toujours, moquant et défiant le pouvoir actuellement.